Merci pour cette présentation et cette invitation. En attendant d'avoir la première diapositive, j'ai profité pour juste une question sur la difficile immunitaire, parce qu'en dermatologie, nous, notre problème, c'est l'enfant qui a un herpès récurrent, l'enfant qui a un impétigo récurrent, qui ont ces infections bénignes récurrentes, et j'ai l'impression que ça n'avance pas beaucoup sur ces versants-là. Ouais. Ouais, ouais, parce que ce sont des enfants qui vont extrêmement bien par ailleurs, quoi. Et c'est vraiment un déficit très sélectif sur un germe, semble-t-il. Ouais. 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 On avance un peu, oui. Super, merci. Donc, là, l'objectif, c'est vraiment de partir de cas cliniques du quotidien, de consultation, et puis aborder un peu un thème autour de ce cas clinique. Donc, vous aurez, je vais passer en manuel, ce sera plus simple. Donc, ça, ce sont des observations. J'ai inventé une nouvelle rubrique qui est le WhatsApp des présidents. Parce qu'il y a des présidents qui m'envoient des WhatsApp comme ça. En général, je leur réponds tout de suite, c'est garde à vous. Je suis très efficace. Alors, d'abord, j'ai vu que vous aviez branché le football comme thème de ce congrès. Hein, vous n'êtes pas remis de cette demi-finale dramatique, pourtant si belle. Alors, en dermaton, il y a du football quand même. Non seulement les gamins viennent dans ces tenues, ça c'est un petit que je suis pour un psoriasis extrêmement sévère, et qui est venu dans cette tenue, c'était juste après le mondial, très fier du parcours des Marocains, et il a bien raison. Et on a parfois des phénomènes liés au football en dermato. Là, vous avez un phénomène de Koemner sur les protèges tibias. Hein, les traumatismes vont favoriser le développement du psoriasis. Et on voit un peu la même chose sur les onychopathies mécaniques chez les enfants qui ont des chaussures trop longues, ça bute, trop courtes, ça bute. Et comme ils changent tous les 2 ans de chaussures, on est à peu près sûr d'avoir ce type d'onychopathie. Alors ça, c'est juste un petit clin d'œil, c'est une de mes grandes fiertés, parce que je dois être le seul dermatologue à avoir publié sur le football dans une très très grande revue de dermatologie. Honnêtement, j'étais très très fier. C'était le British Journal of Dermatology, il y a maintenant plus de 10 ans, où on a fait un travail auprès des petits footballeurs pour voir leur niveau de photoprotection et leur niveau et le risque encouru. Et c'était un très beau travail, on montrait que c'était la catastrophe, parce que quand vous avez un gamin qui va de 8h à 18h en plein soleil, sans aucune zone d'ombre, d'un point de vue prévention solaire, c'est catastrophique. Bon, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Premier thème, une pigmentation ingéale. Ça, c'est un sujet qui inquiète surtout à cause de l'adulte, je dirais. Voilà l'exemple, Adrien, certains d'entre vous ont peut-être déjà vu cette photo. Consulte. Alors, ce qu'il faut voir, c'est la pigmentation linéaire. On va revenir sur la petite pigmentation de la racine de l'ongle. Et ça, c'était découvert il y a un certain temps. Et là-dessus, on peut dire que ça a au moins un certain temps. Combien de temps au moins? C'est un pouce. Pour pigmenter tout un pouce, il faut combien de mois? Ouais, 3 à 6 mois. Hein, donc, cette pigmentation, elle date probablement de 3 à 6 mois. Ce n'est pas tout nouveau. Donc, votre analyse, c'est quoi? Comment on appelle une pigmentation de l'ongle? Une mélanonychie longitudinale et qui démarre au niveau de la lunule. Vous êtes d'accord? Là, c'est clair pour tout le monde quand c'est exprimé comme ça. Donc, le diagnostic, un grain de beauté, un névus. Et un névus que vous pouvez classer comme matriciel, puisqu'il est le début de la mélanonychie est au niveau de la lunule. Donc, un névus matriciel, synthèse de mélanocytes, synthèse de pigments, ça va colorer, pigmenter l'ongle. Est-ce qu'on l'opère? Ça se discute parce que c'est pas joli. Parce qu'un jour ou l'autre, quelqu'un l'enlèvera. Parce qu'un jour ou l'autre, il y aura un traumatisme qui va modifier l'aspect et on va se dire c'est un mélanome. Donc ça, cet enfant, on lui a enlevé sans aucune urgence. Mais alors, quand je dis sans aucune, c'est sans aucune urgence. Ça ne va pas se transformer en mélanome. Hein. Donc oui, on peut le proposer. L'angoisse d'une mélanonychie chez l'enfant, la question qu'on nous pose, c'est est-ce que ça peut être un mélanome? Parce que chez l'adulte, une mélanonychie acquise, c'est un mélanome jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a jamais eu de mélanonychie révélant un mélanome chez l'enfant rapporté dans la littérature. Donc, on peut se détendre, ce n'est pas un mélanome chez l'enfant. On va l'évoquer chez l'adulte devant une mélanonychie acquise
qui va s'élargir à la base. On a l'impression que ça s'affine, et non, elle s'élargit à la base, et ça va donner une lésion un peu triangulaire, comme on voit sur cette photo. Souvent, on a des couleurs inhomogènes, et on va avoir un débord cutané, du mélanome, qui est ce qu'on appelle le site de Hutchinson. Donc voilà un exemple, et voilà un exemple encore plus avancé. Vous voyez cet aspect un peu triangulaire, la coloration du repli inguéal, ça c'est un mélanome, on ne fait même pas de biopsie, on fait une exérèse d'emblée. Donc ça, chez l'enfant, ce n'est pas votre problème. Les mélanonichies, c'est la coloration brun-noir de l'ongle, et dans votre raisonnement, c'est est-ce qu'elle est unique, est-ce qu'elle est multiple? Si elle est multiple, on va le voir, c'est très très fréquent, notamment au Maghreb, en Afrique, en Asie. Est-ce qu'elle est régulière? Est-ce qu'elle est linéaire? Est-ce qu'elle est localisée sur la matrice? Quelle est l'origine de l'enfant? Alors, chez vous, c'est assez simple, puisque tous les enfants sont maghrébins en principe. Chez nous, on a de multiples populations, et ça va modifier notre raisonnement. Est-ce qu'il y a des maladies générales déjà connues? Ça peut aider. Quelle est la mélanonichie la plus fréquente? Quotidienne. Elle est tellement banale que vous ne la voyez même plus. C'est la crasse, qui donne une mélanonichie distale. Mais c'est une mélanonichie stricto sensu. Alors, je vous ai montré ça, pourquoi? Parce qu'on m'a déjà demandé des avis pour de la crasse. Hein, là, à gauche, c'est une telle expertise. On m'avait envoyé ça. Cet enfant avait une pigmentation un peu réticulée du thorax. Et en fait, en dermatologie, c'est ce qu'on appelle soit une dermatose en terre sèche, soit une dermatose saponiprive. C'est de la crasse. Donc, vous prenez une compresse, vous l'humidifiez et vous montrez que c'est de la crasse. Ça, c'est assez simple. Hein, mais j'ai déjà eu des demandes pour ça. C'est un peu surprenant quand même. Une des très fréquentes sont les traumatismes, tout simplement. Hein, vous voyez ici une mélanonichie proximale, une mélanonichie complète, une mélanonichie distale. Enfin, distale, complète et proximale. Les traumatismes ne sont pas forcément identifiés. Par exemple, moi, je me souviens d'un enfant qui avait un gros hématome de l'ongle. Là, à maman dit non, il n'y a pas de traumatisme. En fait, l'enfant s'était coincé l'ongle dans la porte. Et comme maman a dit 100 fois avant, ne claquez pas les portes, il ne l'a pas révélé à sa maman. Hein, donc, faites une enquête. Alors, l'enfant s'était effondré. La maman, je lui ai dit non, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. On a tous fait ça quand on était enfant, de ne pas écouter sa maman. On n'y touche pas, sauf si ça fait mal. Et là, vous savez, vous prenez un trombone, vous le brûlez, vous percez. 2 conseils, ne prenez pas à la main parce que le métal étant un très bon conducteur, vous allez brûler le doigt. Et ne vous mettez pas au-dessus de l'ongle parce qu'il peut y avoir un vrai jet de sang. Hein, donc décalez-vous et protégez-vous. Donc ça s'élimine avec le temps. Et voilà l'exemple de tout à l'heure. Vous avez le névus qui n'a pas bougé. C'est une tumeur matricielle. Et vous avez l'hématome qui avance. Et vous voyez qu'au bout de 2 mois, l'hématome avait avancé de près d'1/2 centimètre. Donc, une fois que vous avez éliminé la crasse, le traumatisme, vous êtes devant une vraie mélanonichie unique de l'enfant, d'abord, et on verra les multiples. Il y a 2 situations. Soit elle est linéaire sur tout l'ongle, et c'est une atteinte de la matrice, soit elle est localisée, c'est une atteinte du lit de l'ongle ou une atteinte distale. Donc, les localisés sont finalement assez simples, c'est traumatique, c'est infectieux. Ça pourrait théoriquement être un névus du lit de l'ongle. Personnellement, je n'en ai jamais vu de névus du lit de l'ongle, mais en théorie, c'est possible. Les mélanonichies longitudinales, c'est soit une mélanonichie multiple débutante, elle est unique, soit c'est un névus matriciel. Et je vais vous montrer un cas rare de nicotrichie. Le nicotrichie, c'est un ongle, c'est un poil qui pousse sous l'ongle. C'est fréquent? Combien de cas dans le monde? 5, je vais vous dire, c'est assez marrant. Donc le névus matriciel, névus de la matrice, qui colore donc la tablette inguéale, c'est longitudinal, c'est plus ou moins sombre, vous avez une très noire, une un peu plus marron, c'est régulier, soit abstention, soit chirurgie. Autre cause de mélanonichie localisée, les frictions, l'exemple du footballeur. Hein, et il y a probablement une prédisposition ethnique, c'est-à-dire que chez un petit Européen, c'est rarissime que l'on voit des pigmentations, alors que chez un Africain à phototype 5 ou 6, c'est extrêmement fréquent en cas de traumatisme. Et ça, ce sont des enfants qu'on va nous adresser pour suspicion de mycose. Or, l'ongle, il est juste épaissi, pigmenté, il n'y a pas de leuconichie, comme ici, là à gauche, c'était une mycose de l'hallux. Alors, on ne le voit pas, mais il y avait une pachyonychie, un ongle un peu épaissi, des troubles pigmentaires avec une mélanonichie diffuse. Et à droite, c'est une verrue avec une mélanonichie latérale qui est en fait plus une mélanonichie d'origine hémorragique. Voilà une autre cause de mélanonichie unique, et ça, c'était marrant, parce que en fait, je ne connaissais pas ça, et c'est formidable de PubMed, hein, parce qu'on peut consulter PubMed en pleine consultation. Et la maman me dit, oui, mais mon fils, il a un poil sous l'ongle. Il s'est rentré un poil sous l'ongle, je le coupe et il repousse. Donc, ce n'est pas un poil qui est rentré par la partie distale, c'est un poil qui pousse sous l'ongle. Et donc, je regarde sur Internet, j'avais jamais entendu parler de cette histoire, et ça s'appelle une onychotrichie.
Et en fait, je fais la littérature, je vois, bon, il y a quelques observations. En fait, il n'y avait que 4 cas rapportés, dont 2 pédiatriques. Donc en fait, c'est rarissime, mais vive PubMed, hein, ça nous sauve de situations un peu plus complexes. Et ce qui est marrant, d'un peu complexe, parce que ce qui était marrant, c'est que le poil pousse plus vite que l'ongle. Donc la maman coupait le poil plus souvent que l'ongle. Alors on ne sait pas si c'est une métaplasie, c'est-à-dire une espèce de petite malformation acquise. Certains disent que c'est un hémartome. Un hémartome, ce serait congénital. Ça apparaît avec le temps. Donc là, on peut s'abstenir, on ne peut ne rien faire, on peut opérer pour enlever le follicule pileux. C'est probablement une petite métaplasie acquise de longue suite à un traumatisme, par exemple. Et donc là, j'ai repris, on l'a publié, enfin plus en FMC, on n'a pas fait un case report quelconque, mais on l'a repris quand même. Et c'est assez étonnant parce que on a les 3 cas pédiatriques qui vont toucher les orteils et les 2 cas de l'adulte qui vont toucher les doigts. Et ça débute toujours au niveau de la cuticule, de la lunule ou de la matrice, comme vous voulez. Et ça a toujours cet aspect de mélanonichie linéaire très fine. Donc en fait, il suffit de regarder sous l'ongle, le diagnostic est vraiment très très facile. Les mélanonichies multiples, la première cause pour vous, ça va être ethnique. Pratiquement tout le temps. Et là, ça va apparaître plutôt à l'adolescence. Après, on a des médicaments, on a des maladies systémiques, des maladies génétiques qui peuvent donner des mélanonichies multiples, mais là, c'est dans des contextes assez faciles. Vérifiez quand même que l'enfant ne soit pas sous cycline ou sous plaquenil au long cours. Mais en fait, moi, je n'ai jamais vu de mélanonichie multiple médicamenteuse chez l'enfant. Donc voilà, hein, les ethniques, plutôt enfants originaires d'Afrique, d'Asie, ça paraît surtout à l'adolescence, couleur variable, et c'est aggravé par les traumatismes. Donc pas de bilan, surtout aucun bilan si l'enfant va bien, si aucun autre signe, aucun autre point d'appel. Alors une petite hémorragie, une petite mélanonichie qu'on peut observer dans le psoriasis, moi je travaille beaucoup sur le psoriasis, ce qu'on appelle les hémorragies en flamèche. Ce sont des petites hémorragies linéaires, alors qu'on voit, alors je ne sais pas si, oui ça marche, qu'on observe ici, hein, c'est légèrement pigmenté, c'est une mélanonichie en flamèche, et ça s'observe beaucoup dans le psoriasis, mais si vous avez des mélanonichies, des hémorragies en flamèche comme ça, donc des petites stries linéaires plutôt au bout de l'ongle, pensez aux vascularites. Un lupus, une périartérineuse peut avoir des hémorragies en flamèche. C'est bon les mélanonichies? Comment? Avec 3 R. Ah oui, pardon. Oh. Bah, tant pis, fallait pas parler à Hassan. WhatsApp des présidents. Un président, je ne le cite pas. C'est quoi? C'est un mot très, très précis. C'est quoi? C'est quoi? Bah, c'est une onychomadèse. Tout ça, vous en avez vu des dizaines dans les syndromes pied-main-bouche. Donc j'explique, je rassure. C'est un arrêt transitoire de croissance de l'ongle qui est lié à un traumatisme psychologique, infectieux, mécanique. Donc la matrice est très très réactif. Hein. Il y a une agression, un syndrome pied-main-bouche. Là, on ne connaît pas trop bien le mécanisme, mais il semble qu'il y a une petite atteinte virale de la matrice. Arrêt de croissance, l'ongle continue à s'éliminer et il repousse dessous. Donc les parents le vivent très très mal, ils ont l'impression que l'enfant perd son ongle. Et en fait non, c'est l'ongle sain qui repousse l'ongle qui s'est arrêté de pousser. Donc vous pouvez tout à fait les rassurer. Après, il faut leur dire que ça va mettre plusieurs mois à repousser. Hein, donc on ne fait rien du tout, on les rassure totalement, on les coupe pour éviter qu'ils s'accrochent dans les chaussettes. On peut mettre des pansements aussi pour qu'ils ne s'accrochent pas. Donc on rassure totalement. Au minimum, on a ce qu'on appelle les lignes de Bose. C'est-à-dire quand il y a un arrêt transitoire de croissance, ça va donner des vaguelettes sur l'ongle. Vous allez voir une image après. Donc ça, on a d'autres exemples. Voilà, le plus grand des stress pour un enfant, c'est la naissance. Hein, donc des onychomadèses post-natales, j'en ai vu plusieurs, post-varicelles, donc il n'y a pas que le pied-main-bouche qui peut donner ça. Et ça, à minima, des lignes de Beau. Vous voyez cet aspect un peu en vaguelette de l'ongle. Ça, c'est un enfant qui a toujours une dermatite atopique et qui, lors de chaque poussée inflammatoire au niveau de l'ongle, au niveau de la zone périinguale, entraînait donc un traumatisme inflammatoire de la matrice, arrêt transitoire de la pousse de l'ongle, et donc l'ongle en fait a des différences d'épaisseur qui donnent cet aspect en vaguelette. Donc là aussi, rassuré. Troisième observation, un ver sous le pied. Et là, vous me voyez venir tout de suite, parce que vous les connaissez, les vers sous le pied. Et là, Myriam, 18 mois, ça fait 2 mois qu'elle traîne ça. Elle a un ver qui progresse sous la voûte plantaire. Elle a déjà vu un dermatologue, 2 urgentistes, son médecin traitant évidemment, qui l'a adressé au dermatologue. Et il a adressé aux urgences de l'hôpital d'Argenteuil, parce qu'il y a d'excellents dermatologues, ils le savent. Et là, les urgentistes m'appellent paniqués, authentiques. Hein. Et les parents, ils étaient quasiment tremblants comme ça. C'est quoi?
Vous avez un verre qui fait un rond. Un verre, ça sait faire un rond? Non, donc ce n'est pas un verre. Je suis sûr que vous avez le diagnostic, mais vous n'osez pas le dire tellement c'est évident. C'est un poil, ce qu'on appelle un pili-migrans. J'ai pris une pince, j'ai retiré le poil, l'enfant était guéri. Ça ne peut pas être un verre. Un verre ne sait pas tourner en rond comme ça. Donc c'est un poil, en fait, vous regardiez, c'était un poil. Donc le pili-migrans, on n'en voit pas souvent, moi j'ai dû en voir 2 ou 3, c'est surtout chez les enfants asiatiques. Myriam, elle n'était pas d'origine asiatique, parce que le poil asiatique, quand il se coupe, va avoir un bout coupant. Donc il se l'enfonce plus volontiers. Et c'est une migration des zones de forte pression vers des zones de basse pression, ce qui explique pourquoi c'est une migration qui est continue, en rond, et qui va ici vers la voûte plantaire. Et je pense que si on ne l'avait pas enlevé, ça se serait arrêté au niveau de la voûte plantaire. Donc on voit le trajet du poil et le poil au bout. Pas de prurite, pas de douleur. Le principal diagnostic différentiel, ça vous le connaissez, la larva migrans cutanée. Mais la larva migrans cutanée ne sait pas faire un rond. Ça va être une dermatose serpigineuse, très tortueuse, ici bulleuse, hein, avec une réaction... Oui. Le pointeur, je l'ai, oui, merci. Hein, donc ça, vous connaissez, et personnellement, moi, ça m'exaspère de voir des animaux sur les plages, parce que c'est à cause de nos compagnons chiens et chats que nous nous contaminons, le plus souvent sur les pieds, mais j'en ai vu aussi sur les fesses. On peut en avoir en fait partout des larves migrans cutanées. C'est une impasse parasitaire chez l'homme, donc la larve va mourir, mais elle peut mettre plusieurs mois à mourir, donc il va falloir la prendre en charge avant. Donc c'est transmis par un sol souillé, et il y a 2 semaines, j'étais dans le nord du Maroc, et vous avez des chiens partout sur la plage. Hein. Moi, ça m'embête beaucoup d'un point de vue sanitaire. Il n'y a pas que des chiens, d'ailleurs, il y a beaucoup d'animaux à Tanger. Donc, qu'est-ce qu'on a? Un cordon sous-cutané érythémateux prurigineux, serpigineux, pas linéaire. Hein, et ça évolue. Les gens disent, oui, ça a commencé là, maintenant on en est là. C'est localisé au point de pénétration de la larve. Si on a le pied droit, ça ne va pas passer sur le pied gauche, et inversement. Et on peut avoir d'autres formes beaucoup plus rares. Ça peut s'eczématiser, ça peut sympétiginiser. On peut ne rien faire, ça va disparaître avec le temps, mais comme ça met quelques mois, on aime bien traiter. Alors, il y a la cryothérapie qu'on peut utiliser, mais il faut brûler la zone d'activité. On ne va pas traiter toute la zone bulleuse, uniquement la zone d'activité pour brûler le germe. Alors, l'ivermectine, vous ne l'avez toujours pas, mais c'est remarquable. Hein, comprimé d'ivermectine et c'est fini. Autrement, il y a l'albendazole qui est très compliqué en fait à avoir. Donc, on peut tout à fait se contenter d'une abstention thérapeutique. Il existe... Ah, ça marche, ça. D'accord, super. Alors, on dit que c'est souvent lié au Maghreb, dans les pays asiatiques, mais il y a des formes aussi en France. Il y a eu des cas rapportés en Bretagne, et ça, je ne sais pas d'où elle vient. C'est une collecte d'Anguin. Je ne sais pas si vous connaissez Anguin. Anguin, c'est super chic. Il y a un casino, c'est magnifique. Il y a un lac, c'est extraordinaire. C'est en 95. Et ce monsieur n'a jamais quitté Anguin. Et là, elle est magnifique, vous êtes d'accord, hein? Vous voyez, tout ce circuit serpigineux, ça ne peut pas être autre chose qu'une larva migrans cutanée. On a des formes trompeuses. On a des formes plus eczématiformes, on va retrouver toujours cet aspect serpigineux de la lésion. Hein. Ici, ce n'était pas évident, mais on retrouvait, c'était par ici, je crois, ce parcours de la larve sous la peau. Donc, plusieurs formes de larva migrans cutanée, ça va se traiter de la même façon. Le diagnostic, finalement, est assez simple. Encore un président, je ne vais pas le citer parce qu'il va être vexé. Alors, je ne vais pas retrouver celle du président, mais c'est la même chose. 3 ans, c'est quoi? Alors là, j'étais tranquille, WhatsApp, je prends mon téléphone. Le président, sur les fesses, ses patients aussi, puisque les patients étaient encore là. Donc je prends le téléphone, c'est une pyodermite froide. C'est évident, ça ne peut pas être autre chose. Et en fait, c'est vrai que cliniquement, on ne peut pas se tromper. Là, alors les anglo-saxons appellent ça l'IFAG, idiopathique facial aseptique granuloma. Parfois, nous, on l'appelle granulome aseptique de la face. La pyodermite froide, je trouve, illustre bien le symptôme. C'est un abcès froid. Vous appelez dessus, c'est fluctuant, mais ça ne fait pas mal, c'est pas chaud, ce n'est pas pulsatile. C'est presque toujours, voire toujours sur le 5-2. Moi, j'ai dû en avoir une ou deux sur le 5, au niveau mandibulaire, mais c'est toujours sur la zone du 5-2. Et ça régresse très lentement. Ça peut mettre 6 à 12 mois à régresser. Donc, on peut ne rien faire.
c'est toujours difficile de ne rien faire et de dire tout va bien, dans un an, il n'y aura plus rien. Moi, ce que je propose souvent, sont des macrolides au long cours pendant 1 à 3 mois, type josacine, érythromycine, je dirais le macrolide disponible et qui n'est pas en rupture de stock, parce qu'on en a eu en rupture de stock récemment, nous. Il faut absolument éviter la chirurgie, parce que c'est super tentant de mettre une aiguille, de mettre un coup de bistouri pour évacuer le pus. Le problème, c'est que ça va entraîner une cicatrice et une douleur à l'enfant. Donc c'est très difficile de convaincre les parents. Alors quand on est... c'est comme ça, c'est pas autrement, ça passe bien. C'est vrai, quand vous êtes pédiatre en ville, ça peut être un peu plus difficile de les convaincre, les patients, mais il faut vraiment, enfin surtout les parents, il faut vraiment les rassurer, leur dire il ne faut rien faire. Voilà, ce territoire du 5-2, et celui du milieu en bas, il s'est fistulisé, et vous voyez que ça donne une sacrée cicatrice. Alors je l'ai revu plusieurs mois après, la cicatrice a quasiment disparu. Et je ne sais pas si vous avez le même sentiment, les enfants ont une capacité de remodelage exceptionnelle et des plaies qui sont très inquiétantes, évoluent. Il avait juste une petite fossette assez mignonne en plus. Donc ce n'est pas très grave pour lui. Donc c'est classé, c'est l'équipe de Bordeaux qui a tendance à le classer parmi les rosacées, ce qui explique pourquoi moi j'utilise maintenant les macrolides, comme on fait dans la rosacée de l'adulte, comme on fait dans l'acné aussi du nourrisson ou du petit enfant. On va mettre des macrolides à la place des cyclines. Dans une étude, c'était anglo-saxonne, et ça a été confirmé par l'étude de Bordeaux, on trouve des notions de flush, des notions de télangiectasie, de papillopustule, avec des atteintes ophtalmologiques un peu plus fréquentes. Alors, moi, je veux bien, mais des flushs à 2 ans, je ne sais pas comment l'enfant peut les décrire. Donc, les parents vont dire, oui, quand il est dans le bain chaud, il est rouge. Ouais, c'est normal. Donc, bon... C'est pas, moi, j'ai jamais vu de vrais couperoses associées à des granulomes aseptiques ou à des pyodermites froides. Mais bon, c'est classé comme tel, et au moins, ça peut justifier l'utilisation de macrolides au long cours. Donc, là, récemment, je vous le montre parce que j'avais préparé cette présentation et j'ai une de mes assistantes qui répond à une telle expertise pour une acné du nourrisson, et elle dit c'est une pyodermite froide. Et c'est vrai que certaines acnées très nodulaires peuvent mimer une pyodermite froide, mais l'acné elle va être bilatérale. Ça peut toucher le front, ça peut toucher le menton. C'est pas une seule lésion. La pyodermite froide, elle est toujours, je mets toujours, mais il faut considérer qu'elle est toujours unique comme lésion. Donc on ne peut pas se tromper, en fait, je trouve. Un autre symptôme, une autre pathologie, mais qui va toucher l'adolescent, et là je vous demande vraiment d'être vigilant, sont les verneuils du visage. Je trouve que depuis qu'on avance sur le verneuil, grâce à l'arrivée notamment des biothérapies, c'est vraiment en train d'être démembré. Et ça, avant, on appelait ça acné, conglobata. Et je pense que progressivement, et moi je le considère de plus en plus comme tel, on va parler de verneuil du visage, de maladie de verneuil du visage. Et ça change complètement le pronostic. Ces enfants-là ne vont jamais répondre à l'isotrétinoïne, ou ils vont répondre partiellement. Et un que j'aurais pu vous montrer, parce que c'est vraiment le tableau que j'ai vu encore la semaine dernière, sur le visage, il était mieux. Il a un aspect catastrophique, et c'est ce même tableau-là qu'il a, catastrophique sur le tronc. Ça, ce n'est pas une acné. On n'a pas d'acné comme ça sur le sternum. On n'a pas d'acné comme ça sur les bras. Ça n'existe pas. C'est un verneuil. Et tous ces enfants finissent sous anti-TNF-alpha, sous adalimumab ou infliximab. Tous. Et il y en a la moitié de ceux que je soigne qui ont en plus une spondylarthropathie. Donc méfiez-vous, ces espèces de nodules récurrents qui se fistulisent, qui sont volontiers hémorragiques, croûteux, c'est un verneuil du visage. Donc là, c'est vraiment avis spécialisé. Alors vous connaissez les autres localisations intermammaires, axillaires, plus classiques. Donc là, je pense qu'il faut vraiment l'adresser vers un centre spécialisé, vers des dermatologues, parce que c'est une antibiothérapie au long cours. Ça peut être l'isotrétinoïne, mais on augmente extrêmement doucement. Le dernier que, malheureusement, je vais switcher vers l'anti-TNF qui va mieux sur le visage. Je fais une augmentation. Avec arthrite, sapho-spondylarthrite. Sapho-spondylarthrite, qu'on a dû traiter par corticoïdes par voie générale. Donc ce sont vraiment avec des cicatrices qui sont épouvantables au long terme. Donc prudence, prudence pour ces enfants-là. Téléexpertise d'Avril. Pourquoi je vous montre ça? Parce que la téléexpertise, nous on en fait beaucoup actuellement près de chez nous.
Et c'est intéressant de voir les questions que se posent les médecins en ville, pédiatres et médecins généralistes. Et moi, c'est une consigne que je donne à mes jeunes collègues, c'est de ne jamais juger, parce qu'on ne se rend pas compte des questions qui sont posées en ville pour des pathologies qui peuvent nous sembler extrêmement banales. Arthur, 3 ans, découverte fortuite, aucun symptôme. Genre, il ouvre la bouche, le médecin voit cette langue. Diagnostic, est-ce qu'il peut y avoir des associations morbides et comment vous traitez ? Langue géographique, ça peut être associé à des maladies ? Comment ? Psoriasis ? Non ? Bah si. C'était quoi qui était dit ? Non, mais il ne faut pas avoir peur. Hein. Si je veux revenir, il faut que je reste courtois, donc je vais être courtois. Hein. Non, essentiellement le psoriasis, effectivement. Alors, il ne faut pas confondre avec un muguet, hein, qui nous a été montré tout à l'heure. Le muguet, c'est un dépôt blanchâtre sur la langue. Qu'on peut retirer, c'est du candida. Là, vous avez des zones dépapillées qui donnent cet aspect un peu rouge vif, avec une bordure un peu épaissie, blanchâtre. C'est une petite hyperkératose. Donc, 5% des enfants qui ont une langue géographique et 10% des enfants psoriasiques. C'est asymptomatique et ce n'est pas contagieux, parce que c'est toujours la question des parents, ça ne peut pas se transmettre. Donc là, je dis en général à l'enfant, tu peux manger ce que tu veux et embrasser qui tu veux. Alors lui, il ne comprend pas, mais les parents comprennent ce que ça veut dire. Pas de traitement. Pas de traitement si c'est asymptomatique. Donc ça, ce sont des exemples. On a fait une grande étude, nous, sur plus de 300 enfants psoriasiques, et c'était 10% des enfants qui avaient un psoriasis, qui avaient une langue géographique. Donc vous voyez des jolies photos de langue géographique qui sont toujours asymptomatiques. Sauf dans certains cas, notamment si elles sont fissuraires, dans 10% des cas, elles étaient dans 30% des 10%, donc 3% en fait, il y avait des fissures associées. Et dans un seul cas, j'ai dû traiter un enfant par du méthotrexate pour sa langue. Cet enfant était douloureuse, sans manger, était douloureuse dès qu'elle mangeait des choses un peu acides, des choses un peu épicées. Et sous méthotrexate, tout ça est rentré dans l'ordre. Hein, donc, en général, c'est totalement bénin. Ça ne permet pas de poser le diagnostic de psoriasis. Hein, ça, c'est important. On ne pose pas le diagnostic de psoriasis sur une langue géographique. J'ai juste un souci, c'était celui-là, pardon. Sa mère avait du pso, son père avait du pso, et ce gamin venait me voir pour autre chose, qu'on appelle le syndrome de Busch-Collendorf, qui sont des amartomes conjonctifs. Je l'inclus dans l'étude cas témoin, il avait cette langue géographique. Et c'est intéressant parce que je continue à le suivre, et lui maintenant a du psoriasis. Donc, ça ne pose pas le diagnostic, ce n'est pas des prédictifs, aujourd'hui ce n'est pas connu comme étant prédictif d'un psoriasis, mais méfiance quand même s'il y a un contexte. Donc moi je vous conseille, s'il y a une langue géographique chez un enfant, de ne pas demander s'il y a du psoriasis dans la famille. Parce que là ça va être un gros stress. Hein. Un fessier blanc, vous en avez déjà vu des fesses blanches, d'enfants je veux dire. Hein. Yad, 9 mois, fessier blanc depuis 2 mois. Alors chez les Noirs c'est un vrai traumatisme, hein, les fessiers blancs. Non, pas d'antécédent d'érythème fessieux, comme tous les enfants de temps en temps. Un vitiligo du siège. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes sûr que c'est un vitiligo ? Ou un lichen ? Qui signe vitiligo ? Le président a dit vitiligo, levez. Qui signe lichen ? 108, on y est presque. Les idées sont là. On va les remettre en ordre, ensemble. Donc, c'est un vitiligo du siège, effectivement. Alors, c'est étonnant parce qu'il y a très, très peu de papiers sur le sujet. Il y a beaucoup de papiers sur le vitiligo de l'enfant, mais très peu sur le siège, parce qu'en fait, c'est une lésion qui va régresser toute seule avec le temps. C'est toujours sous les couches. Et c'est un phénomène de Koemner. C'est pour ça que quand vous me dites est-ce qu'il y a eu un érythème fessier, il y a probablement une dermite irritative. Et le vitiligo s'est développé sur ce siège. Donc l'aspect clinique, il est toujours le même, aucun signe fonctionnel, ça ne démange pas, ce n'est pas inflammatoire, ça touche les convexités, les zones où il y a la dermite irritative, les zones génitales et périanales. Le lichen, on va y revenir dessus, ça touche les plis. Le vitiligo, moi, dans mon expérience, jamais. C'est une acromie complète, homogène, sans aucune modification des reliefs, sans aucune inflammation. Donc ça vous oppose totalement au lichen scléro-atrophique.
C'est régresse, il n'y a pas d'association morbide, on ne fait pas de bilan sanguin. Vous savez que dans le vitiligo généralisé, on va rechercher une dysthyroïdie, par exemple. Et le seul traitement, c'est de rappeler les règles d'hygiène du siège. Eau, savon, on rince, on sèche par tamponnement, point, barre. Lingette, liniment, tout ça, poubelle. Il y a peut-être du liniment qui est vendu là, donc, excusez-moi, j'espère qu'ils reviendront quand même. Mais tout ça ne sert à rien pour nettoyer un siège. De l'eau et du savon sur gras. Moi, je conseille même le Dove en supermarché, c'est très très bien, ça coûte pas cher. Abstention, quand ça persiste, ça m'est arrivé une fois ou deux de mettre du tacrolimus, donc on peut mettre un inhibiteur des calcinorines, le pimecrolimus ou le tacrolimus, je crois que vous n'avez ni l'un ni l'autre, mais ne mettez rien, d'abord socialement, c'est pas très préjudiciable. Donc voilà des exemples. Vous voyez, ça touche bien les convexités, ça ne touche pas le fond du pli. Non, on va y revenir ça. Donc, on a 3 grands types de vitiligo. Celui du siège, le vitiligo segmentaire et le vitiligo généralisé sont les 3 grands types de vitiligo auxquels vous allez être confrontés. Celle du milieu, en plus, qu'on appelle une canicie, c'est-à-dire les poils qui sont blancs, ce qui est classique. Nous, pendant le Covid, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité française, mais nous avions notre Premier ministre qui a développé un vitiligo pendant le Covid, et le directeur général de la santé avait aussi un vitiligo de la barbe. Tous les deux avaient une barbe blanche localisée. Donc c'est lié au stress, entre autres. Donc, comment ? Pas officiellement. Je n'ai rien dit. Pardon. Donc, le vitiligo du siège, nourrisson, couche, phénomène de Koebner, ça régresse, pas d'association morbide, hygiène. Vitiligo segmentaire, ce qu'on appelle une mosaïque. C'est une zone de fragilité vis-à-vis de ce vitiligo, d'auto-anticorps. C'est considéré là aussi comme autorégressif chez l'enfant, ça ne persiste pas à l'âge adulte. Abstention, plus ou moins, dermocorticoïde ou tacrolimus. Et le vitiligo généralisé, ça va toucher tous les âges. Et là, le pronostic est beaucoup moins bon parce qu'en général, ça persiste avec le temps et on n'est pas très bon en termes de thérapeutique. Le mieux, ça reste les UV. Donc vous avez la chance d'avoir une photothérapie, d'avoir une héliothérapie naturelle toute l'année. Nous, il faudrait les mettre dans des cabines. Un enfant de 3 ans ne peut pas tenir dans une cabine parce qu'il va gigoter et ça devient dangereux. Donc, le plus souvent, c'est abstention sur le vitiligo généralisé. Et si le vitiligo il est rouge en plus, là, ça devient joli. Rouge sur blanc sur peau pigmentée. Qu'est-ce qui peut donner des fesses rouges, sèches, bien limitées ? Non, c'est humide, c'est émietté, c'est évolutif. Un psoriasis. Et les deux ont un mécanisme commun qui est le phénomène de Koebner. Ce sont des dermatoses qui vont se développer sur une irritation du siège. Donc on va faire le même traitement, c'est-à-dire on va rappeler les soins. Et là, je l'ai vu le 4 mai, donc vous voyez, c'est tout récent, je l'ai revu en téléconsultation. Et vous voyez que le psoriasis a totalement disparu alors que le vitiligo est stable. Le psoriasis est beaucoup plus sensible aux soins locaux que ne peut l'être le vitiligo. Alors ça, on n'est plus sur le siège, mais c'est blanc et rouge aussi. Cet enfant avait une tache blanche. Elle est allée à Agadir, authentique. Elle ne s'est pas photoprotégée. Elle a fait un coup de soleil sur son vitiligo. Coup de soleil bulleux. Et comme on est sur une zone à risque de cicatrice hypertrophique, elle fait une cicatrice hypertrophique dans une phase inflammatoire sur un coup de soleil bulleux sur vitiligo. Enfin, c'est malheureusement du classique. Donc les vitiligos, ça se photoprotège massivement. Il n'y a plus aucune protection vis-à-vis du soleil. Donc le diagnostic différentiel, là on a photo de l'excellent docteur Boumouche à droite. Et là, on a une achromie du pli, avec une disparition des reliefs, ou une réduction des reliefs. Et vous voyez, à cet endroit, un aspect inflammatoire fissuraire qu'on ne verra jamais dans un vitiligo. Jamais. Donc le lichen scléroatrophique. Donc, les grandes différences de vitiligo, c'est vraiment le nourrisson. Le lichen scléroatrophique, ça va être plus tard. Le lichen scléroatrophique, dans cette forme hypopigmentée, c'est surtout la petite fille. Le petit garçon va se présenter avec un phimosis, en général, quand il a un lichen scléroatrophique, avec un gland nacré. Alors que le vitiligo va toucher les deux sexes. Aucun signe fonctionnel dans le vitiligo. Dans le lichen,
c'est prurigineux, ça peut être douloureux, douloureux à la miction, douloureux à la défécation. Donc, c'est une symptomatologie fonctionnelle. Le vitiligo, c'est une acromie complète. Le lichen scléro-atrophique a une sémiologie plus riche. C'est certes achromique, mais c'est nacré, un peu brillant. C'est un peu plus induré, alors que le vitiligo a une consistance normale. Ça peut être érythémateux, érosif, fissuraire, échymotique, avec modification des reliefs. C'est localisé l'un au pli, l'autre sur les convexités. Donc, finalement, on ne peut pas tellement se tromper, qu'on a bien fait cette différence. Et donc, pour l'illustrer, voilà le vitiligo classique à gauche et le lichen scléro-atrophique classique à droite. Un autre diagnostic différentiel d'hypochromie, celle-là est quotidienne. C'est l'hypochromie post-inflammatoire de l'érythème fessier. On est d'accord. Donc, c'est surtout sur des phototypes sombres. On ne va pas voir sur un phototype 1-2 qui est déjà blanc, puisque blanc sur blanc, ça reste blanc. Ça succède à un érythème fessier, donc il y a une histoire, il y a un passif. Les dermocorticoïdes peuvent le favoriser, mais comme on ne met en principe jamais de dermocorticoïdes sur un érythème fessier, ça ne doit pas survenir. C'est localisé là où il y avait l'érythème fessier et ça va régresser en bronzant. Enfin, ça va s'homogénéiser progressivement. Donc voilà un autre exemple que j'ai vu récemment en téléexpertise. Et vous voyez un bel intertrigo hypochromique. Et là, il avait fait une nanite. Et cet enfant avait une sémiologie plus riche parce qu'en fait, on me l'adressait, certes, pour cette hypopigmentation, mais il avait en plus un érythème ici, un érythème rétro-auriculaire et une omphalite sèche, ce qui me faisait poser la question d'un psoriasis inversé sur anite streptococcique. Vous savez que les anites streptococciques peuvent déclencher des poussées de psoriasis. Et donc, c'était une question. Alors, je ne l'ai certainement pas dit aux parents ni aux médecins, mais à surveiller. Si ça persiste, on pourra se poser la question. Les sièges blancs, c'est bon? Une lésion annulaire. Ça aussi, vous en voyez. Evan, 3 ans, lésion asymptomatique, fixe, prétibiale depuis 3 mois. À l'examen, c'est infiltré. C'est, vous voyez, un peu nacré dans son centre. Les parents décrivent que c'est une évolution centrifuge. C'est au début une petite papule. Et là, c'est fixé depuis 1 mois. Herpès circiné. Un herpès circiné, ce n'est pas infiltré, sauf si on a mis quoi? Des corticoïdes. Mais ça continue à progresser. Ce n'est pas fixe. Donc non, ce serait trop facile. Psoriasis, non, je vous en montrerai un très beau psoriasis annulaire, mais le psoriasis c'est squameux, là il n'y a pas de squame. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Du granulome annulaire. Et ça, c'est pas rare. Je pense que vous en voyez de temps en temps. J'ai mis fréquent en dermato pédiatrique. C'est chronique et on considère que ça régresse avec le temps, comme beaucoup de maladies de l'enfant d'ailleurs, de dermatose de l'enfant. Donc c'est exactement ce que je vous ai décrit. Ça débute par une papule, ça grandit en anneau. Puis la taille se fiche. Souvent, c'est la taille d'une pièce de monnaie, d'une plus ou moins grosse. C'est asymptomatique, la périphérie est infiltrée, le centre est souvent un peu nacré, légèrement rosé, pas d'association morbide. Traitement, alors ça ne marche pas très bien. Alors, on va mettre des corticoïdes très forts, type Dermoval, Clarelux, au long cours. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que si on fait une biopsie, ça l'aide à régresser. Alors là, on ne comprend pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais la biopsie aide à le faire disparaître. Alors, chez un enfant, quand le diagnostic est certain, je ne fais jamais de biopsie. Comment? C'est le granulome annulaire, c'est le granulome annulaire, c'est une définition histologique. C'est un granulome annulaire à l'histologie. Sérieusement. Alors que cliniquement, c'est une lésion annulaire granulomateuse. Et donc, à l'histologie, quand le biopsie, on trouve une réaction granulomateuse avec une répartition palissadique des macrophages. Donc pour l'histologie, c'est assez classique. Et on ne sait pas ce que c'est. Alors quand on ne sait pas, on dit que c'est une réaction à une piqûre d'insecte, c'est une lésion post-traumatique, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est. Plusieurs mois. Donc, vaut mieux ne rien faire. Ouais, vaut mieux rien faire. Voilà d'autres exemples, et ça, vous en avez vu, je suis sûr. Alors là, je me disais, mais où est-ce qu'il est, sur peau pigmentée? En fait, c'est ici. Là, on a la face papuleuse du granulome annulaire. Donc ça, je pense que vous en avez déjà vu. Vous avez dit herpès circiné, vous avez mis des antifongiques, sans les revoir, ça a disparu en 6 mois. Mais c'est un granulome annulaire.
Alors quand ils sont multiples, ça peut poser des problèmes. Chez l'enfant, pas tant que ça, mais c'est plus chez l'adulte. Il y a des gens qui ont des centaines de granulomes annulaires sur le corps. Et là, on va rechercher des pathologies plus compliquées. Alors en général, c'est négatif d'ailleurs, hein, on n'a pas d'explication. Mais ça a été rapporté associé au diabète, au dysthyroïdie, aux gammopathies monoclonales bénignes ou malignes. Donc on fait quand même un bilan chez l'adulte. Le traitement aujourd'hui, le traitement de référence, ce serait les anti-TNF-alpha dans les formes sévères. On utilisait le plaquenil, on utilise les cyclines. Quand on ne sait pas, on utilise tous ces produits, la colchicine, la disulone, ça ne marche pas, les UV, ça ne marche pas bien. Et là, nous, on a traité une patiente par anti-TNF-alpha, elle avait 50% du corps couvert de granulomes annulaires. Ça a bien marché, mais malheureusement, il persiste des cicatrices pigmentées. Diagnostic différentiel. Là, c'est squameuse, évolution centrifuge, guérison centrale, dermatophysie, ou teigne de la peau glabre, herpès circiné. Hein. On parle plutôt de teigne de la peau glabre. Hein. Faut vraiment essayer. Moi, je pense qu'il faut éviter d'utiliser le terme d'herpès circiné, notamment devant les parents, parce que pour eux, un herpès circiné, c'est un herpès. Alors, ça n'a rien à voir. Hein, donc là, vous avez l'aspect caractéristique dans tous ces cas-là, hein, avec la guérison centrale, classique, cercle d'évolution centrifuge. Et les gens le rapportent très bien, les parents le rapportent très bien. C'est maculeux, c'est squameux, voire vésiculeux en périphérie. Ça peut être papuleux en cas d'utilisation de dermocorticoïdes. Si c'est localisé, antifongique local. S'il y en a de multiples, c'est antifongique local plus systémique pendant 3 semaines. Terbinafine ou griséfuline pour vous. Si vous avez la chance d'avoir encore la griséfuline. On n'oublie pas de traiter les animaux, s'il y a des animaux, et d'examiner les autres enfants. C'est une maladie contagieuse. Donc il faut examiner, il faut penser à examiner tout le monde. Alors là, ce matin, je me suis baladé à Marrakech, les gens caressent les petits chats, je me dis super, ça, c'est des passions pour nous. Parce qu'ils sont tous couverts de champignons, ces petits chats. Ils sont mignons, hein, mais il ne faut surtout pas les toucher, évidemment. On m'a posé la question, est-ce que ça guérit spontanément ? Je ne crois pas. Hein, vous avez des formes historiques comme ça. C'était une petite qui ne trouvait pas de dermatologue près de chez elle. Et ça, c'est un monsieur, c'est un militaire, un légionnaire qui a fait le Mali. Et je voyais sa fille, il me dit, il était vraiment sympa, et puis bon, il venait de l'armée, il a vécu des moments difficiles, donc il me dit, j'ai un truc dans le dos bizarre. Et en fait, il avait une dermatophysie qui touchait tout le dos. Truc de fou, j'ai jamais vu ça. Hein. Oui, mais il baroudait pendant des mois et des mois, donc sa dermatophysie s'est développée, ce qui montre que ça ne guérit pas tout seul, en fait. Hein. Donc, ce qui peut ressembler à un granulome annulaire, c'est la dermatophysie remaniée par les dermocorticoïdes. Et là, vous avez vraiment l'aspect granulomateux qu'on a observé, mais on trouve toujours l'évolutivité de la dermatophysie. Celle-là était un peu trompeuse. C'est un enfant qui avait un psoriasis, donc son médecin a vu une lésion qui devait ressembler initialement, son dermatologue habituel, à cette lésion-là. Donc il a dit c'est une plaque de pso. C'est rare qu'une plaque de pso soit isolée comme ça sur la joue. Et en fait, ça a évolué sous dermocorticoïdes, et vous avez l'évolution de la lésion initiale et une recontamination interne qui donne ces 2 cercles. Donc on l'a traité par antifongiques locaux et généraux. Alors pourquoi généraux là ? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y avait une petite infiltration là, et on sait que les antifongiques locaux ne marchent pas très bien, et qu'on était à la lisière du cuir chevelu. Donc je me dis, mince, si je passe à côté d'une teigne du cuir chevelu, je vais être un peu embêté. Donc je l'avais traité par traitement local et systémique. Dans les formes comme ça, granulomateuses, c'est ce qu'on appelle le granulome de Marjorie, je crois. Mais je préfère parler de dermatophysie granulomateuse, c'est plus clair pour tout le monde. C'est systémique plus local. Dermatophysie et sport, pour revenir au foot, oui, ça peut poser des problèmes. Le pied d'athlète et chez les judokas. Là, vous savez que ce sont les championnats du monde de judo. Je ne sais pas si vous savez, mais ce sont les championnats du monde. Et un enfant, ça c'est un ado, hein, qui est un judoka, qui faisait les régionales un mois après, je crois. Un enfant qui a un herpès circiné, une teigne de la peau glabre sur les avant-bras, est éliminé d'une compétition, il faut le savoir. Hein. Donc traitez-le avant. Teigne et piscine, ça me pose des problèmes parce qu'il est dit, il y a pas mal d'affiches qui disent que si vous avez des champignons, il ne faut pas aller à la piscine. Et je dis à chaque fois, examinons d'abord les maîtres nageurs. Je ne serais pas surpris que plus de la moitié d'entre eux aient un intertrigo interorteil. Diagnostic différentiel 2. Là, on est dans de l'aigu. Ça évolue sur 1 semaine, 15 jours. Ça commence par une lésion centrale. Ça évolue de façon centrifuge et ça disparaît. Alors, je crois que vous en avez au Maroc. On en a beaucoup en France. Ça maladie de Lyme.
en phase primaire, c'est une rickettsiose. Et ça donne cet aspect un peu trompeur parfois. Hein, et on m'a, une photo que je vais vous montrer après, celle d'après, on me demandait un avis en disant est-ce que ça peut être une dermatophysie? Non, une dermatophysie n'évolue pas en 3 jours à ce niveau-là. Ça ne fait pas 5-6 cm en 3 jours, ça va mettre 2-3 mois, mais pas quelques jours. Et là, donc, c'est un pédiatre de Rambouillet, Philippe Réel, qui m'a adressé gentiment quelques jours après cette lésion qui montre bien l'érythème migrant évolutif sur quelques jours. Hein, donc aujourd'hui, la référence est toujours amoxicilline ou doxycycline ou doxycycline chez les enfants ou azithromycine. 10 à 15 jours, ça soigne très très bien. On ne fait pas de bilan, je vous rappelle, hein, si on suspecte cette lésion. Je crois que vous en avez des rickettsioses, hein, des maladies de Lyme. Hein. Donc pas de bilan sanguin, la phase primaire c'est négatif, donc il faudrait refaire à 15 jours, sauf que si vous traitez précocement, ça ne va pas forcément séropositiver. Donc on ne fait pas de sérologie, on les traite au moindre doute. Un autre diagnostic différentiel. Brutalement, le jour même, les parents ont constaté ça. Brutal. Et le lendemain, ils constatent ça. Si je vous dis qu'il y a un médaillon initial... Oh non, mais je pense que vous pensez à l'autre, au Pityriasis rosette Gibert, hein, qui va donner un aspect initialement de type herpès circiné, mais là aussi c'est brutal. Il n'y avait rien 3 jours avant, il y a ça, et 24-48 heures après, vous avez une éruption généralisée, vaguement morbilliforme, légèrement squameuse, asymptomatique, qui va toucher le tronc et la racine des membres. Dans le dos, c'est un peu particulier, là on ne le voit pas bien, mais je crois qu'il y a des photos après. Il y a ce qu'on appelle un aspect en sapin de Noël, c'est-à-dire qu'un aspect un peu comme des branches de Noël, une distribution un peu linéaire des lésions dans le dos. Donc ça, pour ce le diagnostic est assez facile en pratique parce qu'on ne va pas le voir le premier jour, on va le voir quelques jours après. C'est plus devant une éruption de type un peu psoriasis en gouttes que vous allez trouver le médaillon, ce qui va vous permettre de poser le diagnostic. Donc abstention, émollient. Il faut se méfier de l'abstention, parce que quand vous ne faites rien, en général, ils vont voir quelqu'un d'autre. Mettez des émollients, moi je mets toujours des dermocorticoïdes en disant si ça gratte, si c'est sur une zone qui se voit, vous mettez un peu de diprozone. On peut avoir des formes un peu trompeuses. Ça, c'était une collègue du 94, du Val-de-Marne, qui m'avait adressé, c'est une adolescente, qui me dit, mais est-ce que tu crois que c'est un PRG? Parce qu'effectivement, il y avait plusieurs médaillons initiales de grande taille, mais on retrouvait la séquence médaillon initial, exanthème morbilliforme, vaguement squameux, peu symptomatique au décours. Là, un autre exemple où le médaillon était caché puisqu'il était ici, hein, mais on retrouve la symptomatologie, on le devine ici un peu, cet aspect un peu en sapin de Noël dans le dos, hein, un exanthème qui va toucher le tronc, la racine des membres, parfois le cou, mais qui en général ne touche pas les extrémités. Alors quelqu'un me parlait du psoriasis tout à l'heure, moi j'ai vu qu'un seul psoriasis annulaire, c'est une forme très très rare en fait, hein, avec une guérison centrale. On ne peut pas trop se tromper, cet enfant avait un rhumatisme pso en plus, c'est très squameux, c'est pas granulomateux, c'est plus papuleux. Allez, il nous reste quelques minutes. Diagnostic en un coup d'œil, je vous laisse parler. C'est caractéristique. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est lié au comportement des papas et des mamans. Vous avez ici le diagnostic, sur cette bordure-là. Vous avez des vésicules coalescentes dans la périphérie. Alors, il y a une petite surinfection orangée. Non. Non. L'épidermolyse bulleuse, c'est un décollement bulleux. Là, je vous parle de vésicules coalescentes. Et pourquoi elles sont coalescentes? Parce qu'elles sont en bouquet. D'accord? Et donc, c'est un herpès. Parce que ça fait sourire les enfants de leur sucer le gros orteil. Sauf que quand on a un herpès, on leur transmet. Voilà, on commence mal dans la vie, un herpès sur le gros orteil. S'il y a des récurrences sur l'orteil, je ne sais pas comment ça se passe. Donc là, vous traitez ou pas? Bon, on traite l'impétigénisation, hein, le caractère mélissérique, par un antibiotique local. L'herpès, ça va régresser tout seul, donc moi je mettrais eau, savon, et puis soit fusidine locale, soit mupirocine locale. Et on a vraiment toutes les localisations possibles. Tout, les doigts, les yeux. Ça, c'est lié à la circoncision avec succion au décours. J'ai 3 enfants comme ça qui ont eu des herpès
de la verge. Herpès fessier, pareil, parce que c'est super d'embrasser le fessier des enfants. Herpès de l'oreille, on peut en avoir partout. Mais on va toujours retrouver la même sémiologie. Des vésicules regroupées en bouquets qui vont s'affaisser. Et là, on est à la phase sèche ici, par exemple, on ne voit pas les vésicules. Mais dans la chronologie, on retrouve toujours cette sémiologie. Une forme plus dramatique est... Comment ? Ah, pour l'œil ? Ah oui, oui. L'œil, moi, j'y touche pas, c'est avis ophtalmo. Hein. Là, ça peut justifier un traitement systémique. Souvent, ils font, je crois, que de la cyclovir locale, ça leur suffit. Mais là, c'est à lui de juger, c'est pas à moi. Là, je ne les ai jamais typés parce que quand le diagnostic paraît cliniquement évident, je ne le fais pas. Je le fais éventuellement sur des formes comme ça, sur des formes génitales. Alors, chez un petit qui vient de se faire circoncire, c'est lié à des pratiques rituelles. Bon, je vais pas critiquer ces critiques, ces pratiques, même si d'un point de vue hygiène, c'est discutable. Mais un herpès vaginal chez une adolescente ou un herpès fessier ou un herpès du gland chez un garçon, on va faire un typage s'il y a suspicion de maltraitance. Mais c'est la seule raison pour laquelle on le ferait. Là, gros problème. Ça, c'est une... j'ai pas eu le fin mot de l'histoire, malheureusement. C'est une télé-expertise de l'hôpital de Versailles. Il me dit, est-ce que tu penses que c'est de l'herpès ? Oui, mais c'était un grand enfant qui avait plusieurs années, 3-4 ans. Et donc là, ça pose deux problèmes. Celui d'une maltraitance, parce que là, on n'a pas juste embrassé les fesses, et le problème d'un déficit immunitaire, parce que vous avez un herpès extrêmement profus, ulcérant, très inflammatoire, limite nécrotique. Donc là, je leur ai dit... éliminer, rechercher la maltraitance et l'immunodépression. Ça peut être juste par des attouchements, mais ça reste une maltraitance. Donc grosse prudence. Allez là, ça vous le voyez tous les jours, je suis sûr que vous ne savez pas ce que c'est. Des petites macules des genoux blanches asymptomatiques de découverte fortuite. Ça a un nom, c'est pour ça que je vous le dis. C'est un petit phénomène vasomoteur quasi physiologique, ce qu'on appelle les macules de Beer. Notez-le, parce que dans la discussion, c'est toujours bien de pouvoir placer des choses comme ça. Autre phénomène que vous voyez tous les jours, pour lequel vous n'avez pas le nom non plus, mais vous savez que c'est normal. Sur peau métisse le plus souvent, mais sur peau pigmentée, parce que chez les Africains et Nord-Africains, on en voit, chez les Asiatiques aussi. C'est ce qu'on appelle les lignes de démarcation pigmentaire de Voigt-Fuchscher. Ça se voit sur les bras, ça se voit sur les jambes, ça se voit sur le tronc. Il y a 5 zones, je crois qu'ils peuvent avoir. On peut avoir l'aspect en V comme on voit ici, ou ici, l'aspect médian, l'aspect des bras, l'aspect des cuisses, face antérieure, face postérieure. Donc ça, ce sont des lignes de démarcation en fait physiologiques. En fait, on ne suit pas ces gens. Moi, je leur dis que socialement, ça ne pose pas de problème. Et puis on passe à autre chose. En fait, ils ne viennent pas consulter, c'est plus de découvertes fortuites. Là, pareil, ça c'est typique. Typique, un enfant de 6 mois, 4, allaité, potelé, et qui développe une dermatose bifocale avec ce qui est vraiment caractéristique. Il y a 2 choses qui doivent vous faire tilter. C'est cette bordure squameuse périphérique et cette atteinte sous la bouche. Je trouve que c'est très évocateur de cette pathologie. Et là, c'est une dermato qui m'avait appelé la veille de mon départ en vacances pour me dire c'est une catastrophe, j'ai un enfant qui bulle de partout. On met du zinc, absolument. C'est une carence en zinc. Et mettez-vous bien ces images dans les yeux parce que c'est vraiment caractéristique. Et là, un petit garçon potelé allaité, ça aussi c'est important. Parce qu'un garçon potelé, il a besoin de beaucoup plus de zinc. Un garçon déjà plus besoin qu'une fille parce qu'il grandit plus vite. Et en plus, il est potelé, donc il a besoin de plus de nutriments. Et quand ils sont allaités, le lait maternel est physiologiquement carencé en zinc. Ça manque de zinc. Et en plus, ces mères-là ont un déficit dans une protéine de transfert du zinc au niveau de la glande mammaire. Donc pensez-y, et là vous partez en vacances serein, vous donnez du zinc, 3-6 gélules, qu'importe, il n'y a pas d'intoxication au zinc, et 4 jours après, c'est terminé. Ça touche surtout les garçons, moi je trouve. Ça touche aussi les filles, mais moi je n'ai vu dans ce qu'on appelle, en fait les pseudo-acrodermatites entéropathiques de l'enfant allaité exclusivement, moi je n'ai vu que des garçons. J'ai vu des acrodermatites entéropathiques chez des petites filles, mais de réanimation. Mais pas sur ces formes-là qui sont totalement bénignes. Pas de diarrhée. Ah non, ils se portaient comme un charme.
Or, il est dit que les enfants seraient grognons, auraient le cheveu terne. Bon, à 3-4 mois, ils ont souvent le cheveu terne, ils sont souvent grognons, je trouve, en consultation, mais c'est assez difficile, ça. Et ça les transforme. Hein. Vous mettez du zinc, il n'y a plus rien au bout de 3-4 jours. Une collègue dermatome adresse cet enfant pour suspicion de périartéritnose. Donc, vous avez une résille, mais qui est plus pigmentée qu'inflammatoire. Vous êtes d'accord? Ça, c'est du... Je ne vais pas dire que c'est du quotidien, mais c'est de la consultation réglée en 2 minutes. Hein. Là, vous avez 20 minutes de retard, vous récupérez le retard. C'est pas les chaussures, c'est pas les chaussettes, c'est la petite chaufferette de la nuit. C'est une petite qui avait froid aux pieds, donc elle se mettait une petite bouillotte. C'est la dermite des chaufferettes, qu'on peut voir à différents endroits. Et ça a toujours cet aspect de résille pigmentée. Ce n'est pas inflammatoire. Vous appuyez dessus, il n'y a pas d'inflammation. Alors pourquoi c'est pigmenté, je ne sais pas honnêtement. Hein. Mais vous voyez, toutes ces trois-là ont vraiment le même aspect sémiologique. Donc à droite, c'est une petite bouillotte, enfin à gauche. Au milieu, c'est l'ordinateur. Hein, vous avez sur un ordinateur, le moteur est d'un côté. Et donc le gamin était tout le temps avec son ordinateur sur les genoux, enfin sur les cuisses. Et à droite, c'est une autre bouillotte aussi. Voilà, sur ces jolies petites observations, je vous remercie.